Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Eh bien, il est 12h07, nous avons la chance de recevoir Roselyne Bachelot. Roselyne Bachelot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Votre livre, qui d'ailleurs connaît un gros succès en librairie, a pour titre 682 jours. 682 jours passés au ministère de la Culture. Et pour sous-titre, Le bal des hypocrites, édité chez Plon. Nous allons... L'éditeur du général de Gaulle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous allons essayer de savoir qui sont ces hypocrites. Évidemment, Roselyne Bachelot, mais un mot juste. J'aimerais votre avis, parce que vous êtes une observatrice et vous commentez la vie politique, la vie de notre pays. J'ai remarqué ce matin, dans Le Parisien, les propos tenus par Brigitte Macron, mais surtout les propos tenus par un des professeurs. Brigitte Macron répondait aux questions des lecteurs du Parisien. Et parmi ces lecteurs, il y avait un professeur de Creil dans l'Oise, qui parlait de la dernière finale de la Coupe du Monde de football. Il raconte, ce prof, il dit, moi je me suis adressé à mes élèves de lycée et je leur ai dit, j'espère que vous serez tous derrière les Bleus. Réponse unanime: la France ne nous aime pas, réponse des élèves, la France ne nous aime pas, donc nous n'aimons pas la France. C'est la situation dans laquelle nous sommes dans certains... Je suis frappé par la rupture de jeunes, de beaucoup de jeunes. Là, vous parlez de jeunes issus de l'immigration, mais même... Vous savez, après toute cette épidémie, on s'est retrouvés en vacances avec des jeunes. La rupture entre les gens de notre génération... On se met dans le sac. Allez, on se met dans le sac, évidemment. Et les jeunes, on n'a pas arrêté de se faire engueuler sur le climat, sur le fait que nous étions des irresponsables, sur le fait que nous avions dilapidé la richesse du pays. Là, je crois qu'il faut que nous, les vieux, nous nous posions des questions. Nous nous posions des questions sur le pourquoi de cette rupture et la nécessité de la réconciliation. C'est pas quelque chose qui se fera facilement, mais il faut absolument s'y atteler. Alors j'ai une question corollaire, justement. Cet autre regard des jeunes sur notre société, sur notre manière de vivre, sur le rapport au travail, et dans la réforme des retraites, est-ce que le gros problème que pourrait rencontrer le gouvernement ne serait pas justement le rapport au travail qui finalement n'est pas évoqué dans cette réforme? Vous avez raison de poser cette question, parce que on peut s'engager dans la technique, l'âge, les trimestres, etc. Mais ce qui me surprend dans les opposants à la retraite, à la réforme de la retraite, c'est qu'on tient un discours complètement négatif sur le travail, et que le travail serait complètement aliénant. Alors, bien sûr, il y a des gens qui travaillent de façon très dure, très difficile, et il faut traiter ça de manière spécifique. Mais le travail, c'est une fantastique liberté, libération, épanouissement. Il y a évidemment le travail en lui-même, le fait d'assurer le bien-être de sa famille en étant, j'allais dire, autonome, le fait aussi de retrouver les copains, de boire un café, de cette vie de convivialité qu'on a dans le travail, et on est en train de dire l'inverse. Et ce que je trouve tout à fait étonnant, c'est que des gens de gauche qui ont mis le travail au cœur de leur projet de liberté, de libération de l'individu, c'est quelque chose qui a construit la gauche. Et on entend des propos qui me surprennent et vraiment que je ne peux pas comprendre. Pour une partie de la population, ce débat est peut-être un débat d'un autre temps. Je ne sais pas, pour les plus jeunes. Bon, on va pas épiloguer sur la réforme. Écoutez, je reviens et on fait une émission là-dessus. On fait une émission là-dessus. Bon, Roselyne Bachelot, votre livre, je l'ai ouvert et lu, évidemment, le week-end dernier. Alors, Le bal des hypocrites. Qui sont les hypocrites? Alors, ils sont dans plusieurs catégories. Et d'abord, dans chacune de ces catégories, ils ne sont pas majoritaires, rassurez-vous. Mais première catégorie d'hypocrites, disons un certain nombre de politiques qui, par exemple, disaient qu'on n'en faisait jamais assez pour les artistes ou pour les structures, alors que la France a été le pays le plus généreux du monde, et qui ensuite nous ont dit qu'on avait cramé la caisse. Alors faut savoir, est-ce qu'on crame la caisse ou est-ce qu'on en donne pas assez? Ou les gens qui vous félicitent dans les couloirs et qui ensuite vous tapent dessus sur les scènes. Vous parlez de certains artistes, là. Alors,
D'ailleurs, ensuite, première catégorie, je dis certains élus et responsables. Deuxième catégorie, certains artistes, et qui n'étaient pas les plus malheureux, et qui ont été incapables. Je ne demande pas qu'on tresse des couronnes au ministre de la Culture, et qu'on lui dise qu'il est la personne la plus... la plus formidable du monde. Mais quand on voit qu'on a donné 15 milliards à la culture, ce que n'a fait aucun autre pays du monde, et qu'on entend les artistes parmi les mieux rémunérés... Benjamin Biolay vous a dit, vous m'avez mis au pain sec. Et je lui ai répondu que la tartine était peut-être de pain sec, mais qu'elle était beurrée des deux côtés. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment difficile à vivre. Certains syndicalistes qui ont profité de la crise pour avoir des débats qui étaient des débats politiciens, ne pas se concentrer sur la souffrance des artistes. Vraiment, oui, un bal des hypocrites. Mais d'abord, moi, je veux quand même dire les choses dans la vérité. Il y a aussi des artistes qui ont été formidables. Et c'est la majorité. Je me souviens, il y a la guerre en Ukraine, elle est déclarée le 24 février de 2022. Les premiers qui ont réagi, qui se sont dit, voilà... On va accueillir des artistes ukrainiens, on va se mettre à la disposition. Je me souviens, Stanislas Nordet, le patron du Théâtre National de Strasbourg, qui me dit on fait une soirée à Chaillot. Est-ce que vous venez dire des textes avec nous? Waouh! Je me dis, c'est pas vrai. On m'invite au milieu des plus grands artistes français pour dire un texte, ils se mobilisent. Donc il y a des gens merveilleux aussi. Non, mais c'est sûr. Alors je vais pas m'éterniser, effectivement, parce que votre livre est savoureux, je le dis. Au-delà des anecdotes, de cette vie très remplie qu'est la vôtre, ce livre est savoureux. Il est savoureux dans l'écriture. Et Benjamin Biolay, donc, on en a parlé, Clara Luciani aussi. Mais c'est des artistes que j'aime en plus. Que vous aimez, oui. Bon, ça me fait d'autant plus de peine. En plus, des artistes qui souvent n'ont pas dit un mot, pour les soignants ni les malades, lors des cérémonies. Et d'ailleurs, tiens, ces fameuses cérémonies, vous racontez dans votre livre. Il y a des amis qui m'ont dit c'est vraiment le meilleur moment de ton bouquin. Mais oui, mais je suis d'accord. Cette cérémonie des Césars, le 12 mars 2021, où tout à coup, ce monde du cinéma, souvent gavé d'argent, qui vient s'exposer sur la scène et qui vient revendiquer, mais d'une manière un peu vulgaire même, Corinne Maziero, nue... Vous vous rappelez de cette soirée, évidemment? Non, mais à un moment, je me suis dit, on pourrait faire un film. Vous savez, les Marx Brothers, s'ils avaient fait une nuit à l'opéra, je pense qu'on pourrait faire un film... Une nuit à la cérémonie des Césars. D'ailleurs, les organisateurs se posent beaucoup de questions sur comment pérenniser les choses. C'est un Rahim qui, je crois, va présider la cérémonie. C'est vraiment un très bel artiste que j'aime beaucoup. On va voir comment il va piloter ça. Mais... En même temps, je peux pas les détester. C'est ça qui est affreux, Jean-Jacques Bourdin. C'est qu'en plus, je les aime. Et j'ai compris aussi, il faut les comprendre, qu'il n'y a pas seulement une question d'argent. Parce que pour un artiste du spectacle vivant, qui soit chanteur, chanteur d'opéra, acteur, il y a ce contact avec le public, cette vibration. Et quand on en est privé, on dérape un peu parce qu'on souffre. Et ça, je crois qu'il faut le comprendre. Bien, Roselyne Bachelot. Mais ça m'empêche pas de les cogner. Oui, ça, vous ne les ratez pas parfois. Bien, Roselyne Bachelot est avec nous. Petite pause de publicité, puis on retrouve notre invité. 682 jours, le bal des hypocrites, c'est chez Plomb. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, Roselyne Bachelot est notre invitée. 682 jours, le bal des hypocrites chez Plomb. Lisez, c'est savoureux, croyez-moi, je me suis régalé. Roselyne Bachelot, la culture n'est pas un bien essentiel? Dites-moi, vous avez entendu ça? Mais la culture est un bien essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où on ferme un certain nombre de commerces? Le Covid. À cause de l'épidémie. C'est vrai que la définition du commerce essentiel est une définition administrative. Ce sont ces commerces de subsistance. Parce que, soyons clairs, on mange tous les jours, mais on ne va pas au théâtre tous les soirs. Donc, et ça a été très mal vécu par le milieu de la culture qui a pensé qu'on considérait la culture comme un bien non essentiel. Évidemment,
étant donné quand même qu'on est le pays qui a le plus aidé ses artistes et ses structures, on a toujours considéré la culture comme essentielle. Et je dois dire que ce qui est en train de se passer, que ce soit en Iran, que ce soit en Afghanistan, en Ukraine, en Ukraine, on sent bien que l'âme d'un peuple, elle est là, et qu'on vit de culture, et que les Français y sont attachés, et ils ont raison. Donc la culture est essentielle. Bien, la culture est essentielle. Mais est-ce qu'elle n'est pas, parfois, comme la communication, gangrénée par le wokisme, par exemple ? Ah, il y a des courants qui traversent la culture. Je dirais pas, alors je vous trouve sévère, Jean-Jacques Bourdin. Gangréné. Gangréné, oui. Le mot est fort, parce que ça veut dire la mort, le pourrissement, etc. Que des questions qui ne se posaient pas se posent maintenant. Par exemple, la question de la diversité dans la culture. Il y a eu un excellent rapport qui a été fait par Pam Ndiaye, l'actuel ministre de l'Éducation à une époque où il ne l'était pas, et Constance Rivière sur la diversité à l'Opéra de Paris. Bon, on est quelquefois sur le même modèle. Il y a d'autres questions qui se posent. La diversité, l'égalité homme-femme. Quand on regarde les nominations, il y a 50 ans dans la culture, il n'y avait pas une femme à la tête d'un grand établissement culturel. Il y a la question de l'écologie. C'est vrai qu'il y a des problématiques qui n'existaient pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie, woke ? Parce que je ne veux pas pas répondre à votre question. Sinon, je vais me faire engueuler. Oui, ça c'est sûr. Oui. Alors... Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est rester éveillé. Si pour moi, si pour nous, le wokisme, c'est de se poser des questions qui ne se posaient pas et d'essayer de les traiter, oui. Si ça devient une idéologie qui prononce des exclusions et qui prononce qui met des gens en procès, alors là, non. Bien, autre chose, et il y a un petit débat que vous avez provoqué, et d'ailleurs vous en parlez librement et franchement dans votre livre, c'est le patrimoine. Oui. Et vous avez dit on ne peut pas tout restaurer, on ne peut pas tout sauver, on n'a pas les moyens d'aller sauver. D'ailleurs, les églises n'appartiennent pas à l'État, je voudrais quand même le rappeler. Ce sont les cathédrales qui appartiennent à l'État. Je voudrais le rappeler parce que les gens ne savent pas toujours, évidemment. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. Et ce sont des législations qui remontent quelquefois à la Troisième République. Bien sûr. Alors, vous dites on ne peut pas. Alors, on ne peut pas tout restaurer. Merci de poser cette problématique. Si on peut. Oui. Mais on n'est pas dans la maquette budgétaire actuelle. Oui. Le budget, la mission culture, c'est 4 milliards d'euros. Il y a je donne les chiffres dans mon livre. Il y a 42 000 églises paroissiales, mais il y a 100 000 bâtiments religieux, cultuels. Il y a des mosquées, il y a des temples, il y a des oratoires, il y a toutes sortes. Il y a des bâtiments de couvents, etc. À peu près 100 000 bâtiments. 42 000 églises paroissiales, il y en a 10 000 qui sont vraiment en péril. En mauvais état. Vous savez, bon, c'est clair. Faites le calcul, 10 000, avec 1 million d'euros, vous faites rien dans une église. Il faut même en général beaucoup plus que ça. 1 million d'euros sur 10 000 églises, c'est 10 milliards. 10 milliards. Le calcul est facile, et ça ne veut pas dire que sur les 32 000 restants, il ne faut pas faire des travaux. Vous avez les églises. Vous avez les bâtiments aristocratiques, les châteaux qui sont abandonnés par les héritiers, parce que avant, dans le temps, c'était un gentleman campagnard qui prenait le château. Maintenant, il est dans une banque à Singapour ou dans une start-up dans la Silicon Valley. Et le château des ancêtres, il n'a pas envie d'y habiter. Et ça fait partie d'un patrimoine commun. Mais vous dites clairement les choses, mais vous êtes, par exemple, vilipendé, le mot est peut-être un peu fort, par Stéphane Bern, par exemple. Mais oui, mais... Vous comprenez ces critiques mais je la comprends et la comprends pas. Je dis simplement à Stéphane... Je dis simplement à Stéphane, qui mobilise quelques dizaines de millions d'euros avec le loto du patrimoine et ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait, mais il faut dire aux politiques... C'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Non, il faut dire aux politiques que tout ça va coûter beaucoup d'argent, des dizaines de milliards. Moi, je pense que c'est colossal. Bon, qui paie ? Qui paie ? Qui paie ? C'est la question que vous posez, en fait. C'est la question que je pose. Et donc, il n'est pas possible de venir au secours de tout notre patrimoine. D'abord, il faut étoffer les crédits de l'État et en aucun cas ne faire des économies sur la culture. Deuxièmement, rappeler aux collectivités territoriales leurs responsabilités. Depuis la loi du 13 août 2004, le patrimoine non protégé de la responsabilité des collectivités territoriales. Troisièmement, que le mécénat
soient mieux protégés. Il y a non seulement le mécénat des grandes entreprises ou des gens qui ont de l'argent, mais il y a aussi du mécénat populaire, avec une appropriation des gens sur un certain patrimoine. Vous aimez votre église, sauvez-la. Bien, Roselyne Bachot, je termine sur la flèche de Notre-Dame, parce que quand même ça a fait aussi... Vous avez été surprise, j'imagine, quand vous avez... oui, mais alors, je voudrais mettre les choses au point. Brigitte Macron, vous montrez... Alors, attendez, vous montrez un projet culminant avec une sorte de sexe érigé, c'est ce que vous écrivez, entouré à sa base de boules en or. Oui, mais alors, je veux mettre les choses au point. Jamais Brigitte Macron n'a défendu ce projet. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, il y a des gens qui pensent que si on porte un projet à l'Élysée, il va être en quelque sorte, les choses se décident. Simplement, Brigitte a reçu cette affaire de je ne sais qui, et je déjeune avec elle, elle me l'a transmis. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que... Sans commentaire, elle ne défendait pas du tout ce projet-là, bien entendu. Bon. Non, mais ce que j'ai trouvé intéressant, Jean-Jacques Bourdin, c'est que finalement... quand j'arrive en responsabilité, 2 jours après, je tranche l'affaire et je dis on reconstruira la flèche à l'identique. Mais il y a toutes sortes de gens qui ont imaginé qu'on allait faire un toit en plexiglas à Notre-Dame, qu'on allait faire des trucs absolument incroyables. Et je crois qu'il faut aussi, on parle du patrimoine, du respect. Ce peuple souffre, il a des problèmes d'identité, de se reconnaître dans quelque chose. C'est pas la peine de le brutaliser avec des projets absurdes. Merci Roselyne Bachelot. Merci Jean-Jacques Bourdin d'avoir invité. C'était un vrai plaisir. 682 jours, le bal des hypocrites chez Plomb. Bien, il est 12h27, André Berkoff.